Et si je vous disais qu'avant ça, il y avait ça? Je vous raconte. Le Massif central a vu naître dans son histoire le plus grand volcan d'Europe. Ce volcan qui, jadis dominait la région, a fini un jour par s'éteindre. La vie a donc repris ses droits dans la région, et des zones humides atypiques se sont alors formées. Et pendant 2 ans, je suis parti les photographier. Ok, matinée catastrophique. Les nars. Vous connaissez pas ce mot, hein? Dans ce premier épisode, je vais vous faire découvrir ce qu'on appelle les nars. J'en ai fait un livre qui se trouve juste ici, avec Anthony Caprio, et l'une d'entre elles, la nars de Nouvial, est en danger. Et je vais vous en parler, mais à la fin. Commençons par le commencement. Il y a plus de 10 millions d'années est né le plus grand volcan d'Europe. Celui qu'on appelle aujourd'hui le Massif cantalien, culminait à plus de 3000 mètres d'altitude. Son diamètre était alors aussi important que l'actuel territoire du Cantal. De ce volcan sont nées les planèzes, dont la Planaise de Saint-Flour, un vaste plateau qui s'étend depuis l'extérieur du volcan et qui s'est formé par ces coulées de lave. À travers le temps, le vent, l'eau, les glaciers ont érodé ce volcan, dont l'activité volcanique s'était arrêtée. Mais cet épisode, de plusieurs millions d'années, a laissé des traces dans le relief, des dépressions, des cuvettes, des cratères parsemés la Planaise. Et c'est dans ces reliefs que va s'écrire l'histoire de nos nars. Même si ces processus suscitent encore de nombreuses interrogations, l'eau qui provient des précipitations et de la fonte des glaces se serait ainsi concentrée dans ces reliefs. D'immenses lacs se sont ainsi formés, et avec les années, ainsi que des milliers d'années de glaciation au passage, se sont déposés sédiments et matières organiques qui ont comblé ces lacs. À l'issue de cette longue genèse, des marais, des marécages, des prairies humides et des plans d'eau ont vu le jour, les nars. Bien sûr, il y a eu l'homme entre-temps, et l'histoire de ces milieux s'est ensuite façonnée avec les hommes et l'agriculture. Mais c'est bien de la mort du plus grand volcan d'Europe que sont nés les nars. L'eau succédant au feu. Et ces nars sont donc des zones qu'on appelle des zones humides. Ces milieux naturels, je les adore. J'ai d'ailleurs fait 2 documentaires sur différentes zones humides par le passé. Un sur les mangroves. Royaume des crabes, terre d'accueil de nombreux oiseaux, poissons, mollusques, crustacés. Et un sur le bagage des oiseaux dans la zone humide de Moise-Oléron. Dites-vous, les zones humides ne représentent que 6% de la surface du globe, mais hébergent 40% des espèces animales et végétales qu'on connaît. C'est aussi des zones essentielles pour l'homme, car elles stockent, purifient et redistribuent l'eau dont nous avons tous besoin, surtout face aux épisodes de sécheresse. Et c'est pas tout, elles absorbent les crues et stockent du carbone, bref, les zones humides sont des zones incroyables. Dans les nars, il y a des centaines d'espèces qui vivent, et dont plusieurs sont en danger, que ce soit à l'échelle de la région ou du pays. Et pendant 2 ans, j'ai essayé de mettre en valeur ces espèces à travers la photo, en faisant des centaines d'affûts dans l'eau, sur terre, dans les arbres ou encore avec des systèmes flottants. Bonjour, qu'est-ce que je photographie? Je photographie les hirondelles. J'ai aussi fait de la macro pour mettre en valeur tout l'écosystème, peu importe le taxon, car bien sûr, tout fonctionne ensemble. On y retrouve des centaines et des centaines de crapauds calamites en plein pic de reproduction, espèces quasi menacées dans la région, des reptiles comme la couleuvre helvétique, qui est un serpent aquatique qui chasse les grenouilles et autres proies dans les plans d'eau, le lézard vivipare, qui est un lézard inféodé aux prairies humides, et comme le calamite, il est quasi menacé dans la région, et beaucoup d'insectes, dont des libellules, des demoiselles, des papillons, etc. Et bon, j'ai réalisé un petit rêve que je m'étais fixé, voir la belle et fameuse loutre d'Europe, auquel je vais sans doute réserver un épisode à part entière. Elle vit dans les rivières, connectées aux nars, et vient souvent dans les nars pour s'y nourrir. Et enfin, vous vous doutez, il y a quelques photos qui en témoignent derrière, des oiseaux, des oiseaux, j'adore les oiseaux. Ok, bon, je vous raconte quelques histoires d'espèces qui m'ont marqué.
Première espèce, le Vanneau huppé. Oh là, quelle espèce! J'ai jamais vu une espèce aussi vaillante et prête à tout pour protéger son nid. Son chant est envoûtant, et dès qu'un rapace s'approche, ou une corneille ou autre, il le chasse coûte que coûte, quitte à en perdre des plumes. Lui là, je l'adore. C'est un malin, vous avez pas idée. Le courlis cendré. Alors cet oiseau ne fait strictement que des feintes. Déjà, pour qu'aucun prédateur n'attaque son nid, il se place en plein milieu d'une prairie pour avoir un champ visible sur son environnement. Prairie humide. Et dès qu'il y a un rapace, il s'envole pour le menacer. Ou sinon, il va se poser ailleurs pour pouvoir l'attirer. Et parfois, il s'amuse avec le relief. Il se place par exemple d'un côté d'une crête pour attirer un animal, puis se replace de l'autre côté pour le réattirer, et ainsi de suite. Comme ça, il le mène en bateau, et l'animal sait pas quoi faire de sa vie. C'est la dépression. Pour le photographier, c'est aussi une galère. Tous les affûts que j'ai construits, il s'en approchait pas. Voilà, il restait toujours très loin. Mais au fur et à mesure de mes observations, j'ai compris qu'il allait souvent proche d'un tas de foin. Donc je me suis foutu sous le tas de foin, et le voilà. Et malheureusement, espèce très en danger, les narces font partie de ces derniers milieux qui l'accueillent en Auvergne. Ce qui sort de la végétation là, c'est une grande aigrette. Pour la petite histoire, j'étais en affût flottant à ce moment-là, et un point très blanc m'a attiré vers lui. J'ai pris une bonne vingtaine de minutes pour m'approcher, car il faut faire ça très lentement, et c'était une grande aigrette qui chassait. Alors, la majorité du temps, sa tête était dans les prêles, un type de végétation aquatique, et donc quand elle sortait la tête, il fallait capter le bon moment. Mais comme dans plein de situations d'ailleurs, le plus important, c'est d'être présent pour capter le bon moment. Alors parfois, il fait froid, car il arrive des merdes, comme un affût flottant à la sarcelle d'hiver en février, qui s'est soldé par des waders qui ont pris l'eau, alors qu'il faisait -5 je crois dehors, et que la narce était encore un peu gelée. Ok, matinée catastrophique. Là je suis en waders. Je faisais un affût flottant avec ces petits flotteurs. Et donc j'ai pris l'eau avec une eau qui est proche des 0 degrés. Je suis en train actuellement de perdre mes pieds. On va changer vite. Ou encore parfois, on se fait des copains, quand on attend des heures et des heures. Ce que j'aime aussi, c'est le facteur aléatoire de la migration. Beaucoup d'oiseaux viennent dans les narces pour leur halte migratoire avant de rejoindre d'autres sites. Être présent le temps de leur petite pause pendant leur long voyage, c'est incroyable. C'est des rencontres uniques. La seule espèce que je voulais photographier mais que je n'ai pas réussi, c'est la bécassine des marais. Alors j'en ai vu plein, mais impossible à avoir en photo, car elles se cachaient toujours dans les prêles et elles sont tellement petites que c'était pas possible, je ne sortais jamais la tête. Bref, cette espèce me fascine. Le bruit qu'elle fait le mâle lors de la parade nuptiale est hallucinant, je vous fais écouter. Je l'ai entendu à plusieurs reprises tôt le matin, et c'est dingue que ce type de bruit existe dans la nature. Et ça me rappelle pourquoi j'aime la nature. Quand j'étais petit, j'étais galvanisé par les films de science-fiction. Ça me faisait voyager. Et quand on entend ce genre de bruit, ça nous rappelle que le premier film de science-fiction, c'est la nature qui l'a réalisé. Avec ses incroyables acteurs que sont les animaux, les végétaux, les bactéries, les protistes. En fait, la bécassine, pour faire ce bruit, va écarter ses rectrices, donc ses plumes arrière, puis piquer, et c'est le bruit de la vibration de ses plumes qui vont générer ce bruit. On dit qu'elle chevrotte. Bref, tout ça c'est bien beau, mais combien de temps ça va encore durer ? Voilà, une carrière pour exploiter le gisement précieux, lui aussi, de diatomite, une roche utilisée par l'industrie agroalimentaire, en particulier pour, par exemple, filtrer le vin ou la bière. Le sous-sol de la Narse de Nouvial serait la plus grande réserve européenne. Toutes ces photos ont été prises dans les narces, mais il y a une narce, la Narse de Nouvial, qui est en danger. Un projet de carrière de diatomite, un minerai issu de la fossilisation de la diatomée, va bientôt se lancer.
alors il y a une forte mobilisation contre, avec un beau collectif qui fédère tout le monde, agriculteurs, élus, naturalistes, habitants et même les chasseurs et les pêcheurs. Nous ne sommes pas anti-industrie ou anti-activité économique sur le département. On n'est pas des anti-tout. On a vu que des substituts à la diatomite existaient, notamment pour la filtration alimentaire. Donc on se rend compte qu'on a du temps devant nous pour essayer de trouver des alternatives économiquement viables. Saint-Flour Communauté y est opposé parce que c'est pas compatible avec toutes les notions d'attractivité qu'on souhaite développer sur ce territoire. C'est un peu aberrant quand même, surtout avec les problèmes environnementaux qu'il y a actuellement, de détruire un endroit comme la Nars, quoi. C'est une cuvette naturelle qui nous protège des crues et en plus il y a de l'eau potable dessous. Alors je pense qu'il y a un sacré potentiel, plus que la diatomée, c'est pas la richesse première je pense de la Nars, moi c'est l'eau. De prime abord, moi je suis pas forcément contre l'industrie, mais il faut revoir les enjeux. La préservation de la ressource en eau et de la biodiversité sont bien trop importants face à la 6e extinction du vivant et aux sécheresses liées au changement climatique. J'ai pas le temps de plus rentrer dans les détails sur cette vidéo, je vous conseille surtout d'aller sur le site du collectif où tout est très bien expliqué. Bon, fin de cette première vidéo, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère aussi que, voilà, tout ce que j'ai fait un petit décor, je me suis un peu chauffé, j'ai utilisé aussi le micro que j'utilise normalement pour faire mes voix off, il n'y a pas l'anti-pop, mais bon, normalement la qualité est bonne, vous me direz, non, oui, je pense qu'elle est bonne, je pense qu'elle est très bonne, normalement ça devrait être bien. Je voulais aussi prendre ce temps pour remercier toutes les personnes qui ont été présentes pendant l'exposition qui s'est déroulée à Saint-Flour, ainsi que tous ceux qui m'ont supporté pendant toute l'élaboration du livre que j'ai fait avec Anthony, donc que ce soit par KissKissBankBank ou encore lors de la sortie du livre. Voilà, merci beaucoup franchement pour tout ça. Moi je continue mon travail sur les zones humides, car il faut les préserver, il faut absolument les préserver. Et bien sûr, je continuerai de parler des Nars dans de prochaines vidéos. Voilà, on est lancé, la machine est lancée, maintenant on ne s'arrête plus. Ciao.